Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence. Bienvenue à ce webinaire de professionnalisation. Donc, ce webinaire, il a pour but d'explorer les métiers et les compétences qui seront nécessaires et qui sont déjà nécessaires pour répondre aux défis de la transition écologique. Ce webinaire, il vous est proposé conjointement par le CARIFOREF de Normandie et par l'Agence de l'orientation et des métiers dans dans le cadre de leur mission de professionnalisation des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'infométier. Alors, je vais vous partager mon support pour nous éclairer sur ce thème. On va avoir avec nous 4 professionnels. Et donc, certains sont déjà avec nous, d'autres ne vont pas tarder à être avec nous. Parmi ceux qui sont avec nous, Paul, je crois que vous êtes déjà là. Bonjour Paul. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc Paul Hamelin, moi je suis en charge des transition écologique et mobilité au sein de la ville de Bayeux et Bayeux Intercom. Donc au sein d'une collectivité territoriale, une ville de 13 000 habitants et puis une communauté de communes de 30 000 habitants. Parfait, merci Paul. Est-ce que Mathilde est avec nous? Mathilde, donc, qui est architecte et conseillère technique à la CAPEB 76. Donc, je sais qu'elle est... oui, Et on a Théo qui est là. Théo, bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Votre micro n'est pas activé, Théo. Oui, c'est bon. Ah, c'est normal. Merci. Mhm. Bonjour. Bonjour Théo. Vous voulez bien vous présenter en quelques mots? Oui. Alors donc moi c'est Théo Baratin. Donc j'ai un BTS gestion et maîtrise de l'eau que j'ai fait au lycée Le Robillard dans le Calvados et j'ai été 9 mois à la communauté de communes de Pont-de-Mer en tant que technicien SPANC. Voilà, pour l'assainissement non collectif. Et depuis mai 2021, voilà, donc je suis chez Veolia en tant que technicien production eau potable. Voilà. D'accord, merci Théo. Est-ce que Mathilde peut se présenter? Non, visiblement, elle a un souci d'accès. Donc Mathilde, elle sera avec nous tout à l'heure. Et puis, on aura aussi Annabelle de Guigné, qui est enseignante sur ces thématiques transition écologique à l'Institut des transitions à l'Université de Rouen, en Normandie. On a avec nous également les collègues du CARIFOREF. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et tous. Donc Guillaume Folléa du CARIFOREF de Normandie. Donc je dirai 2-3 mots tout à l'heure, responsable du pôle analyse et aide à la décision qui contient les missions d'observatoire. Voilà. Et moi-même, donc de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Très rapidement, le déroulé de ce webinaire. L'objectif peut-être aussi, l'objectif c'est de vous outiller, c'est de vous informer sur les métiers et les compétences liées à la transition écologique. Et puis, c'est de vous permettre de mieux orienter aussi les publics que vous accompagnez vers ces métiers-là. Donc le déroulé, on va faire un point d'abord sur l'évolution des compétences et des métiers d'un point de vue contextuel avec Guillaume du CARIFOREF. Ensuite, je viendrai tenter de donner une définition de ce que c'est que la transition écologique, en toute modestie. Ensuite, Guillaume fera un focus sur vraiment les compétences et métiers de la transition écologique en Normandie, en illustrant de façon très concrète. Ensuite, on va passer la main à nos professionnels qui vont témoigner sur leur métier et leur mission. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils interviennent chacun à différentes échelles. Paul intervient notamment à l'échelle d'un territoire. Ensuite, on a Mathilde qui est vraiment sur un secteur professionnel qui est celui du bâtiment. Et puis Théo qui est vraiment sur une activité spécifique qui est la gestion de l'eau. Et on a trouvé intéressant d'avoir ces différentes échelles pour illustrer la thématique. Ensuite, Annabelle va nous parler de la massification des formations à la transition écologique qui est en train de s'opérer dans tous les cursus universitaires. On aura un petit temps ensuite de questions-réponses et puis on fera un focus sur les actus, sur les outils qui peuvent être à votre disposition sur cette thématique-là. Alors, je vais passer la main à Guillaume sur cette question de l'évolution des compétences et des métiers. Et donc, je te passe le partage, Guillaume. Merci Alexandra, je partage mon écran pour vous. Voilà. J'imagine que vous l'avez à l'écran, Alexandra, tu peux me dire si c'est OK? Oui, d'accord, merci. Donc, merci. Donc, simplement en 2 mots, qu'est-ce que le CARIFOREF? Le CARIFOREF, c'est un GIP, le groupement d'intérêt public
et qui est spécialisé sur l'ensemble des questions emploi, formation, insertion, orientation. Donc, il a un rôle d'information, d'analyse et d'expertise sur ces questions-là. Et à ce titre, il fournit un certain nombre de services, dont des services d'études, d'analyse, de diagnostic, mais aussi d'alimentation de bases de données sur l'offre de formation, de veille stratégique, etc. Le CARIFOREF a 4 grandes missions, donc une mission informée, une mission professionnalisée, professionnalisation des acteurs avec un programme de formation annuel, une mission d'observation et une mission aussi de lutte contre l'illettrisme avec un CRIA, Centre ressources, illettrisme et analphabétisme. La mission que je présente ici, c'est la mission observée, dont la principale finalité est de diffuser des connaissances régionales sur l'emploi, les qualifications, les compétences, le marché du travail et le système de formation, de manière à favoriser l'appropriation par les acteurs du système d'emploi régional. Je vais vous présenter un certain nombre d'éléments sur, comme l'a dit Alexandra, dans un premier temps, des éléments de contexte généraux sur les grandes mutations, les grandes transformations des métiers des emplois. Et ensuite de ça, je ferai un zoom plus particulier, plus quantitatif sur la manière dont en Normandie et au niveau national sur les emplois se sont redéployés dans les secteurs d'activité depuis déjà quelques années et sur la manière dont il est envisagé que ces emplois et ces métiers se redéploient dans les années à venir, à partir notamment d'une étude qui a été réalisée par France Stratégie sur des projections à 2030. Et puis enfin, je vous livrerai un regard très qualitatif sur quelques métiers qui ont fait l'objet d'une étude avancée par le CARIFOREF et ses partenaires, et sur notamment pour mettre en exergue les grandes évolutions des compétences de ces métiers par rapport à la transition écologique. Alors donc, voilà, donc c'était une présentation en 4 temps. Je commence par le premier temps sur l'évolution des métiers, quelques données générales sur la population française qui vieillit, puisque un Français sur 5 a plus de 65 ans en 2020, c'était un Français sur 8 en 1970, que l'espérance de vie, elle augmente depuis les années 70, elle a augmenté d'à peu près 15 à 20 ans selon qu'on est un homme ou une femme, que donc aujourd'hui on voit bien une espérance de vie qui dépasse les 80 ans pour les hommes, pour les hommes et davantage pour les femmes. Et puis d'un point de vue plus sociétal, le nombre de mariages qui baisse très nettement, donc 100 000 mariages en moins entre 1970 et 2020, donc qui annonce aussi une recomposition des manières entre guillemets, de faire famille, puisque c'est une expression un peu à la mode. Dans les mutations sociétales, on voit aussi les habitudes de consommation. Dans les années 70, on voit par exemple que le taux d'équipement en automobile était relativement faible, une trentaine de %. Et aujourd'hui, on voit en 2020 que le taux d'équipement en automobile est quasiment de 100%, donc l'ensemble des Français ont une automobile. On voit aussi que la part des dépenses d'alimentation a nettement baissé dans les 30 dernières années au profit de beaucoup de choses, mais notamment des dépenses en communication, loisirs et culture. Donc on voit dans les habitudes sociétales, et ça aura des impacts évidemment sur l'évolution des métiers, on voit des pratiques de consommation qui évoluent assez largement. Les mutations sociétales, un rappel, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la société du loisir, la société du bien-être, les congés, les RTT. Nous sommes entrés dans une société où l'économie du partage, avec notamment l'économie sociale et solidaire, avec tout ce qui est ressourcerie, tout ce qui est covoiturage, par exemple, ce sont des exemples parmi d'autres, mais on est dans une société qui évolue vers ces économies du partage davantage que vers l'économie de la propriété individuelle, même si ce sont des tendances qui sont faibles, enfin qui commencent à prendre de l'ampleur. La transition écologique, évidemment, est une mutation sociétale forte, on en parlera beaucoup après. Et puis l'économie sociale et solidaire aussi est une mutation qui commence à s'imposer de plus en plus.
Dans les mutations, on voit aussi les grandes mutations des modèles économiques. Donc avec évidemment, je ne vous apprends rien à l'arrivée des nouvelles technologies, des nouveaux modèles d'entreprise, dont les startups depuis quelques années qui fleurissent, les nouveaux types d'économies, on parle aujourd'hui d'économie de plateforme, type Uber, Airbnb, etc., bien sûr, qui sont liés à l'arrivée et les possibilités de nouvelles technologies. La course à l'innovation qui a tendance à s'accélérer avec notamment la production de systèmes concurrentiels de plus en plus forts, et puis ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, ou l'acheteur que nous sommes, que vous êtes, est de plus en plus considéré par les personnes qui nous vendent des choses comme une personne, en tout cas un individu unique et absolument à privilégier. Donc c'est l'expérience utilisateur et on le voit sur les sites internet notamment à quel point on peut être pris en charge. Et puis des nouveaux modèles d'entreprise, des modèles apprenants, coopératifs. Alors je ne développerai pas, mais on pourra éventuellement les développer s'il y a des questions plus tard. Les modèles coopératifs apprenants expérimentaux, les notions d'entreprise neuronale, voilà, qui vont plutôt aller chercher des nouvelles formes de management autour de la prise en compte de l'humain, de la prise en compte des émotions des individus, de la psychologie des individus. Le travail mute aussi. Ce sont des notions, en tout cas des données, en tout cas des constats que vous voyez tout autour de vous et tous les jours. Un certain nomadisme, évidemment, en termes d'espace physique, mais aussi d'espace-temps. Le télétravail a largement contribué. On travaille moins, en tout cas moins qu'avant au bureau, mais beaucoup plus ailleurs qu'au bureau. Et puis, on travaille dans des temps qui sont de plus en plus découpé et le travail aussi y contribue puisqu'on peut travailler 2 heures par-ci, 2 heures par-là, faire quelque chose pour soi et revenir au travail, notamment travailler plus tard. Ce sont des choses qui commencent à prendre de l'ampleur. La relation au travail, elle est moins normée, elle est plus informelle, elle est plus souple, elle est liée beaucoup à la tâche, aux cadences, une forme de standardisation des activités. Aujourd'hui, on voit bien que la notion que le travail est beaucoup plus souple. La notion de compétence qui est pas nouvelle, mais qui s'impose de plus en plus dans la relation au travail, avec pour conséquence une atomisation des savoirs et des manières d'apprendre, puisque la compétence est une unité c'est une petite unité en tout cas de l'exercice de l'emploi, et puis une vision plus économiste du travail, où la compétence devient un objet vendable que l'on vend sur le marché du travail et qui intéresse les entreprises à ce titre. Le télétravail, évidemment, avec l'articulation espace personnel, espace professionnel. La vie professionnelle, qui est de moins en moins linéaire, avec un enjeu tout au long de la vie, c'est l'enjeu de l'employabilité. Donc, il faut rester employable, donc en capacité de pouvoir changer, évoluer tout au long de la vie. Et puis, la fragmentation des modèles d'activité, on l'a un petit peu vu, l'accroissement du travail non salarié, les nouveaux modes de collaboration, on l'a vu, c'est très lié au nouveau type d'entreprise. Donc, en résumé, nous sommes au croisement d'un certain nombre de transformations économiques, travail, sociétales, et qui sont portées par les transitions digitales et environnementales, mais ce qui fait que le marché du travail à l'horizon 2030 devrait apparaître très ouvert autour des métiers probablement repensés, autour de socles de compétences, et avec des formes de collaboration ou de carrière plus diverses, plurielles, et construites sur un principe de mobilité permanente, d'employabilité permanente. Donc voilà un petit peu ce que pourrait être le marché du travail à l'horizon 2030, c'est-à-dire, pour le résumer en un mot, peut-être plus fluide et moins structurel. Les principales évolutions. Alors maintenant, ça c'était une introduction, des grandes évolutions. Quelques évolutions plus quantitatives des emplois en France depuis 20-30 ans. Voilà voilà ce qui s'est passé. Alors là aussi, ce sont des données très générales que vous connaissez très probablement. Depuis, si on prend l'année 2019 comme repère et si on remonte 30 ans avant, donc on voit bien que l'emploi
il y a eu beaucoup de création d'emplois, 4 millions d'emplois supplémentaires en 30 ans en France, avec un redéploiement, un renforcement de certaines activités, les métiers du tertiaire, du commerce, du service, de la gestion. Et si on zoome un petit peu là-dessus, on va voir que ce sont les domaines de la santé, de l'action sociale, mais culturelle aussi, qui ont beaucoup gagné. Plus d'1 million d'emplois supplémentaires, les métiers du commerce, les métiers des services aux particuliers et bien sûr les métiers de l'informatique, plus 300 000 emplois supplémentaires. Une féminisation de l'emploi, 3 200 000 femmes supplémentaires en emploi depuis 40 ans, donc c'est beaucoup. Une tertiarisation de l'économie, bien entendu, avec beaucoup plus d'emplois dans les services, on l'a vu, et en parallèle, une perte importante, des pertes importantes de l'emploi dans l'industrie, 800 000 emplois perdus dans l'industrie depuis 30 ans, 1 million d'emplois perdus dans l'agriculture depuis 30 ans. La construction, elle reste stable. Une donnée importante, parce qu'elle évolue très vite, c'est l'augmentation du niveau de qualification. Il y a 40 ans, 16% des emplois, des individus en emploi détenaient un niveau baccalauréat. Aujourd'hui, ils sont plus de la moitié. Donc, on a vraiment une augmentation très nette et avec une recomposition profonde des qualifications depuis 30 ans. Alors là, quelques éléments. Les cadres et les professions intellectuelles supérieures ont gagné 2 400 000 emplois, lorsque les ouvriers non qualifiés en ont perdu plus d'1 million. On appelle les emplois intermédiaires, techniciens et agents de maîtrise de la maintenance ont augmenté leurs effectifs de 200 000 emplois à peu près. Les ingénieurs et cadres de l'industrie, plus 170 000. Donc là, à mettre en parallèle avec ce que je vous disais à l'instant sur la baisse générale des effectifs dans l'industrie. Baisse générale, mais si on étudie cette baisse à l'aune des catégories, on voit bien que la baisse générale, elle n'est pas la même pour tout le monde. Enfin, non seulement elle n'est pas la même pour tout le monde, mais surtout qu'elle n'est pas vraie pour tous les emplois. Et les emplois, même dans l'industrie d'ingénieurs et cadres, donc de haut niveau, ont augmenté en effectif. Donc une réelle et profonde requalification des qualifications. Bien évidemment, la population active vieillit de plus en plus. Fragmentation des formes d'emploi, on l'a vu. Et puis, polarisation de l'emploi. La polarisation de l'emploi, ça veut dire que l'emploi a tendance à se polariser, en tout cas se cristalliser autour de deux pôles. Un pôle d'emploi très peu qualifié et un pôle d'emploi très qualifié, avec une raréfaction de l'emploi intermédiaire. Donc là, c'est une donnée aussi importante. Il y aura de plus en plus d'emplois de très haut niveau, il y aura de plus en plus d'emplois de très faible niveau, entre guillemets, en tout cas de très faible niveau de diplôme, pour alimenter un certain nombre d'activités. Ça, c'était la partie rétrospective, comment ça s'est passé depuis 30 ans. Là, je vais vous proposer un certain nombre d'éléments sur une partie plus prospective, donc issue d'une étude réalisée par France Stratégie et la DARES, le ministère du Travail, qui ont réalisé des modèles de projection d'emploi par grandes familles de métiers, à la fois au niveau national, mais aussi dans les régions, donc en Normandie, à l'horizon de 2030, en faisant un certain nombre d'hypothèses à partir d'un certain nombre de variables. Variables notamment, parmi lesquelles les créations d'emplois ou les destructions d'emplois, mais aussi les besoins de remplacement des emplois liés au vieillissement de la population active. Donc ça va nous donner, alors d'abord, avant de vous passer des éléments sur la projection, un état des lieux de l'emploi en Normandie, là, aujourd'hui, en 2020, enfin un recensement de la population 2020, donc un recensement de la population qui a couru sur les 5 dernières années à partir de maintenant. Donc 1 280 000 actifs en emploi, donc personnes qui travaillent en Normandie en 2020, c'est à peu près 5% de la population active française. Un taux d'emploi plus fort chez les hommes que chez les femmes, 67% des personnes actives travaillent lorsqu'elles sont des hommes, contre 62% lorsqu'elles sont des femmes. Et puis un emploi qui se définit, en tout cas qui se déploie autour de 5 grands secteurs d'activité. Et vous le voyez, les secteurs dits des services, commerce, transport, administration publique, enseignement, santé, action sociale, représentent la très grande majorité des emplois en Normandie, comme en France, à peu près 74%. Une spécificité, la Normandie a un secteur industriel plus représenté qu'ailleurs, en tout cas plus représenté qu'en France, près de 16% encore des emplois
des emplois régionaux. Très rapidement, les Normands en emploi se structurent de la manière suivante en matière de profil de caractéristiques. Il y a 19,5% de moins de 30 ans qui travaillent en Normandie. Les plus de 50 ans représentent 30,8% de la population active. Donc on voit là qu'il y a un enjeu de renouvellement de la population active et les femmes représentent 49% des personnes en emploi. En matière de niveau de diplôme, on le voit, les Normands connaissent une tendance à l'élévation du niveau de diplôme, les Normands en emploi, hein, à l'élévation du niveau de diplôme, on le voit, hein. Donc il y avait en 2014 un peu moins de 20% de Normands en emploi qui qui ne possédaient aucun diplôme. Là, on passe en 2020 en dessous des 15%, au profit bien sûr des diplômes d'études supérieures. Donc on le voit, en 2020, un peu plus de 30% des personnes en emploi en Normandie étaient détenteurs d'un diplôme d'études supérieures. Ils s'approchent, ils dépassent les 35% 6 ans après. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la requalification, en tout cas la recomposition des qualifications vers une élévation des niveaux de diplôme. Si on projette maintenant un petit peu, pardon, d'abord, avant de projeter, quelques éléments sur l'emploi normand. En Normandie, il y a 12 filières d'excellence qui ont été identifiées. Ces filières d'excellence sont la construction navale et le nautisme, les savoir-faire, ce qu'on appelle les savoir-faire d'excellence, l'agroalimentaire, l'énergie, la logistique, l'automobile, l'aéronautique et le spatial, la construction, la filière équine, on a la sous-traitance industrielle, le numérique et évidemment la chimie, pharmacie, cosmétique. Ces 12 filières d'excellence en Normandie représentent 35% de l'emploi régional, 440 000 emplois. Donc elles ont un intérêt particulier. Ça ne veut pas dire que les autres secteurs d'activité ne sont pas des secteurs importants, mais celles-ci ont un intérêt particulier parce elles représentent une certaine spécificité, en tout cas sur le territoire normand, et qu'elles sont particulièrement développées et font l'objet d'efforts particuliers pour poursuivre leur développement. Et elles représentent également une vitrine normande. Alors, si on passe à la partie prospective, donc les projections à 2030, voilà ce que nous dit l'étude de la DARES. Elle nous dit que au niveau national, entre 2019 et 2030, il va y avoir 760 000 postes à pourvoir en France. Et qu'en Normandie, entre 2019 et 2030, il y en aura 35 000 chaque année. Et qu'en Normandie, les départs en fin de carrière seront supérieurs à la moyenne métropolitaine. Donc 30% des départs en fin de carrière annoncés contre 28% dans l'Hexagone. Donc il y a un enjeu de renouvellement de la population active lié au vieillissement de la population supérieur en Normandie. Alors ici, un petit schéma qui peut paraître un peu difficile à appréhender, mais vous allez voir que c'est finalement c'est facile en le déroulant. Donc, je le rappelle, hein, à peu près 35 000 postes à pourvoir. Alexandra, tu as levé la main. Non, c'est juste pour faire le maître du temps. D'accord, il me reste 10 minutes si j'ai bien compris. Surtout sur la totalité des 30 minutes, oui, si tu me laisses introduire la transition éco entre les deux, tu vois, ça marche. Bon. Donc je vais faire vite et je vais passer vite sur ces slides-là. Donc 35 000 postes à pourvoir tous les ans d'ici 2030, soit près de 400 000 sur la période. Comment ces postes à pourvoir vont se répartir? C'est quasiment uniquement de la création des départs en fin de carrière. Vous voyez que en matière de création nette d'emploi, c'est très faible, 30 tous les ans. Bon, ça paraît faible comme ça, mais c'est bien sûr le jeu entre l'extrusion-création. Et les départs en fin de carrière, au contraire, hein, plus de 34 000 chaque année. France Stratégie a mis en écho et en écho à ces données-là, à essayer d'identifier les ressources potentielles pour occuper ces postes à pourvoir. Notamment, les ressources potentielles, c'est deux choses. C'est d'abord les jeunes entrants sur le marché du travail, qui sont quantifiés à 30 000 tous les ans d'ici 2030, et les mobilités géographiques, 300 professionnels à l'horizon 2030. Au total, entre les besoins et les ressources, on arrive, et c'est le dernier chiffre en bas, à tous les ans 4 400 postes non pourvus en Normandie par les jeunes en début de carrière et par les mobilités d'ici 2030. Donc, un déficit
de postes à pourvoir qu'il faudra évidemment combler. Rapidement, les 10 métiers les plus créateurs d'emplois d'ici 2030, vous les voyez, vous les avez sous les yeux, hein, à commencer par les ouvriers qualifiés de la manutention, les aides-soignants, les infirmiers et sages-femmes, les ouvriers qualifiés de la manutention, les techniciens des services administratifs, comptables et financiers, les aides à domicile. Je passe. Vous aurez certainement le PowerPoint, vous pourrez vous y référer. Un peu plus, si on avance un peu plus, les 10 métiers à plus fort besoin de recrutement entre 2019 et 2030, c'est-à-dire ceux qui connaîtront à la fois des créations nettes importantes et des départs en fin de carrière. Et là, on le voit, le premier d'entre eux, c'est les agents d'entretien, 27 000 départs en fin de carrière, des créations nettes négatives. Donc, pour le coup, on ne va pas créer d'emplois dans ces métiers-là, mais en tout cas, un fort besoin. Et suivi des enseignants, 17 000 départs en fin de carrière d'ici 2030, et les aides à domicile. Ici, une diapositive intéressante sur les métiers où il y aurait le plus de déséquilibre potentiel, c'est-à-dire où les besoins en emploi seraient pas compensés par les ressources disponibles, notamment les jeunes débutants arrivant sur le marché du travail. Le premier, connaissant le plus grand déséquilibre, ça va être les agents d'entretien. 27 000 départs en fin de carrière, certes, une création nette négative, une destruction nette de 3 000 emplois, mais simplement 10 000 jeunes débutants susceptibles d'arriver sur le marché du travail. C'est-à-dire que pour les agents d'entretien, il y a un réel enjeu là de pourvoir les emplois qui vont être s'ouvrir. Et puis ici, je la passe. Voilà. Dernière chose sur le France Stratégie. France Stratégie a intégré dans ses modèles mathématiques la notion de lutte contre le réchauffement climatique, avec notamment la stratégie nationale bas carbone. On en parlera un peu plus tard, j'imagine. Et donc à modéliser en tenant compte de ces paramètres-là. Et donc, un des résultats de cette modélisation, c'est que dans la construction, la stratégie nationale bas carbone et les effets sur l'activité devraient aboutir à l'augmentation de près de 190 000 emplois, enfin de 190 000 emplois dans le secteur de la construction. Voilà, j'en ai fini pour les données Quanti et Cali. Alexandra, je te laisse la main sur la construction, la définition de la transition écologique. Ça marche, merci Guillaume. Avec ce panorama, effectivement, on a une vision très, très globale. Moi, je vous invite maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Et donc, le vif du sujet, effectivement, c'est qu'est-ce que c'est que la transition écologique? Alors, c'est pas évident à définir en quelques mots, donc je vais tenter l'exercice périlleux et puis on pourra compléter. La transition éco, c'est quoi? C'est un concept qui est transverse, c'est-à-dire que c'est pas lié seulement à un secteur d'activité, ça en traverse plusieurs. C'est une notion qui va intervenir, que ce soit pour le bâtiment, pour l'agriculture, on peut en parler dans l'industrie. Ce qu'il y a en commun au final, dans toutes ces actions qui, sont liées à la transition écologique, c'est qu'elles impliquent un changement de pratique, déjà, et qu'elles visent à contribuer à la protection de l'environnement et à un avenir soutenable. Et donc là, sur cette question du qu'est-ce que c'est qu'un avenir soutenable, je ne sais pas si Annabelle peut intervenir, mais c'est effectivement Annabelle qui avait évoqué cette question-là, en disant qu'un avenir durable, c'était pas pareil qu'un avenir soutenable. Annabelle, je ne sais pas si tu m'entends et si tu veux compléter. Et sinon, Paul aussi, je sais que tu avais des éléments là-dessus. Oui, Annabelle, je t'en prie. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Annabelle de Guigné, je suis enseignante au sein de l'université de Rouen. En fait, cette notion de soutenabilité, elle s'est de plus en plus imposée, hein, même dans les discours. Et puis finalement, on revient en fait à l'idée initiale qui était Sustainable Development. Et en fait, cette idée, elle permet en fait de comprendre qu'il y a des limites en fait, justement, à notre développement économique, ce qui n'est pas forcément sous-tendu dans l'idée de la notion de durable, parce qu'il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait durer. Donc c'est pour ça que le développement soutenable, qui s'est aussi imposé du coup dans le discours sur les enseignements à la transition écologique pour un développement soutenable, eh bien aujourd'hui refait un petit peu plus surface et s'impose de nouveau dans les débats. Et, il y a aussi un effet de mode. On a longtemps parlé du développement durable. Là, maintenant, on parle de transition
socio-écologique, au final, puisque les 2 concepts sont très souvent rapprochés, dans la façon de l'évoquer. Aujourd'hui, on va parler que de la partie vraiment écologique. Dans le développement durable et dans les aspects sociétaux, il y a ces notions d'égalité, de paix et cetera, que là, on va pas évoquer, aujourd'hui. Paul, est-ce que vous aviez d'autres éléments pour compléter un petit peu cette définition très, très générique? Ouais, c'est vrai que c'est pas un concept qui est simple à définir. On peut avoir pas mal de définitions, mais globalement, je pense que comme Guillaume l'a dit, on a des mutations sociétales. On en a toujours eu et l'idée, c'est qu'elle soit effectivement le plus, soutenable possible. Donc, comme vous l'avez dit Alexandra, l'idée, c'est vraiment de changer les pratiques. Et la vision d'une collectivité que je représente là aujourd'hui, c'est de se dire que la transition écologique, ça va être passer, à l'échelle d'une société à des modes de vie et des systèmes productifs, plus durables, plus soutenables. Donc, les modes de vie, ça va être se déplacer, se loger, se nourrir, et puis le système productif, ça va être par exemple les services et les biens, proposés par les entreprises. Donc, voilà, on est vraiment là-dessus, en tout cas dans l'idée d'une transition écologique, portée par une, collectivité. Mmh. Ça marche et ce qui est intéressant aussi et ce qu'il faut souligner, c'est que c'est pas juste un concept, il y a des actions concrètes, il y a un engagement financier de l'État actuellement, avec le plan d'investissement, France 2030. L'État s'engage, à, décarboner l'industrie, à, fournir une alimentation plus durable, à produire plus localement, des biomédicaments. Donc effectivement, on n'est pas que sur de la théorie, on est bien sur, des engagements, très, très précis. Après, si on essaie de vraiment, définir quels secteurs sont touchés par la transition écologique. On voit qu'il y a une interdépendance, entre, toutes les actions, qu'on peut entreprendre, et que effectivement ça touche à l'environnement, ça touche, aux risques environnementaux, ça touche à comment je vais gérer mes ressources, que ce soit de l'eau, que ce soit des déchets, que ce soit de l'énergie. On va parler, de sobriété, mais aussi d'efficacité énergétique et ça s'applique aussi, aux bâtiments. On va parler de mix et dans tous ces éléments-là, il y a la notion de comment on va accompagner et les grandes entreprises et les structures et les collectivités et les individus, en fait, à aller vers ce qui est un peu un cercle vertueux. Est-ce que les uns les autres, vous avez des éléments à apporter sur cette, définition somme toute assez sommaire? Et je m'en excuse, mais c'est une première approche. Est-ce que, ça vous paraît correspondre à vous, votre définition dans vos actions quotidiennes, en tout cas? Ouais, moi de mon côté, ça reprend bien ce qu'on essaye souvent de systématiser, c'est cette entrée, sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Sobriété, on va prioriser les besoins. Efficacité, on va réduire la quantité d'énergie nécessaire à ce qu'on va effectuer et puis ensuite on va privilégier les énergies renouvelables, pour, pour mener à bien les actions qu'on a besoin de mener. Donc c'est souvent dans cet ordre-là qu'on essaye de faire les choses. Mmh, ça marche. Guillaume, je me permets, toi, c'était OK de ton côté? Tu n'avais pas d'autres éléments à apporter, sur les illustrations? C'était terminé de ton côté? C'était terminé de mon côté pour cette partie-là, OK, oui. ça marche, super. Donc on va pouvoir passer effectivement vraiment, à nos pros et à nos pros qui interviennent à différents niveaux. Est-ce que, vous voulez bien vous présenter déjà, les uns après les autres et nous expliquer un peu en quoi vos missions sont en lien avec la transition écologique? Paul, je crois qu'on avait défini que c'était vous, qui alliez, entamer, je vous en prie. Ouais, donc effectivement, je l'ai dit, je suis chargé de mission, transition écologique, au sein d'une collectivité, alors d'une ville et d'une communauté de communes, mais le plus souvent, en fait, on retrouve ces postes-là, au sein des intercommunalités, que ce soit communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole, parce qu'en fait, c'est vraiment l'échelon privilégié, par le gouvernement pour travailler sur la transition écologique et la transition énergétique. Donc on a quelques postes, pas beaucoup, plus souvent 1 ou 2 postes par EPCI, par intercommunalité, mais on en a de plus en plus. On essaye de mailler, tout le territoire et après, l'idée c'est de travailler à la fois sur, ce sur quoi la collectivité a une prise directe sur ses compétences. Ça peut être l'énergie, l'habitat, l'urbanisme, la restauration scolaire et cetera et faire en sorte que la transition écologique irrigue tous les services. Hein, l'idée, c'est pas d'avoir un service transition écologique qui fait ses actions dans son coin, mais que, en fait, moi, je vais un petit peu coordonner, toute la démarche de la collectivité en faveur de la transition et donc que tous les services vraiment,
absorbe cette notion. Et puis après, l'idée, c'est de travailler sur le territoire aussi. Donc, de travailler plutôt sur de l'accompagnement, des incitations auprès des entreprises, auprès des citoyens, tous les acteurs du territoire. Donc, c'est très large. C'est un poste extrêmement transversal. Je travaille sur l'habitat, la biodiversité, les déchets, l'alimentation, les énergies renouvelables, la sensibilisation plus générale, le numérique responsable ou encore la mobilité, les transports. Et pour donner un petit exemple aussi de ce que peut être un peu mon poste et ses différentes natures, parfois plus administratives, techniques ou plus stratégiques sur la mobilité, par exemple. Bayeux Intercom s'est posé la question là, il y a quelques années de prendre la compétence mobilité, on ne l'avait pas auparavant. Et donc là, il a fallu accompagner les élus dans leur réflexion sur quel intérêt pour le territoire de prendre cette compétence. Donc c'est un petit peu de la réflexion, de la prise de hauteur, et puis ensuite de l'animation en réunion. Une fois que cette compétence a été prise, donc ça veut dire reprise d'un réseau de bus, et puis plein d'actions à mettre en œuvre. On a réalisé un diagnostic des mobilités, c'est-à-dire comment se déplacent les habitants et les acteurs du territoire sur le territoire au quotidien, en déplacement domicile-travail ou en loisir, pour mieux appréhender leurs besoins. On a fait ce diagnostic-là. Là, ça veut dire un petit peu d'enquête, de sondage, d'aller faire du travail de terrain. Et ensuite, on rentre dans le concret. C'est-à-dire comment, par exemple, on élabore un schéma cyclable. C'est-à-dire, on va se dire, aujourd'hui, on veut développer le vélo sur notre territoire, le vélo du quotidien plutôt. Et bien, on va aller voir toutes les communes, les maires, les entreprises, les partenaires, pour leur dire vers quel itinéraire on va suivre, et puis quel aménagement on va prioriser en fonction de la vitesse de circulation des véhicules, l'ambition du territoire, en fonction aussi du type de voirie qu'on a devant nous. Donc là, c'est vraiment la nature d'un schéma cyclable. On peut avoir des animations aussi un peu plus concrètes, par exemple d'aller voir les entreprises et faire une animation autour du covoiturage auprès des entreprises. Au quotidien, suivre le réseau de bus qu'on a sur Bayeux, etc. Là, c'est juste une thématique. Dans une seule thématique, on a des actions qui vont être parfois vraiment plus stratégiques et puis d'autres vraiment plus concrètes, en prise avec les acteurs du territoire. Donc moi, c'est un petit peu mon quotidien avec une dimension stratégique, une dimension plutôt administrative et avec notamment beaucoup de recherche de financement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'enjeu aussi, aller financer les actions dans un contexte de réfaction des financements dans les collectivités, même si sur la transition écologique, on a un petit peu de pardon, on a aussi des subventions qui sont à aller chercher, mais il faut pouvoir aller les mobiliser. Puis bien sûr de la communication, de la sensibilisation, que ce soit en interne ou en externe. C'est un petit peu aujourd'hui comment je pourrais présenter mon emploi. Merci beaucoup, Paul. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les faire dans la conversation. Si vous avez des questions, hein, bien sûr, on y répondra au fil de l'eau. Mathilde, bonjour. Bonjour Alexandra, donc enchantée, Mathilde Le Goff. Donc pour compléter ce que disait Paul, effectivement, la filière bâtiment a un grand avenir par rapport à la transition écologique. Donc moi, j'ai une mission au sein de la CAPEB. Donc la CAPEB, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Ce n'est plus ni moins le syndicat de nos entrepreneurs. Donc, on représente à peu près sur le territoire du département 76, à peu près 1200 entreprises du bâtiment. Et mon métier, c'est de les orienter techniquement. Donc, en fait, j'ai une formation d'architecte. Hein, j'ai fait mes études à l'ENSA Normandie. Et puis, fraîchement diplômée, j'ai décidé de me rapprocher de la filière du bâtiment, donc pour conseiller les entreprises au quotidien. Et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup à faire, effectivement, parce qu'on fait face à des nouvelles normes. Donc la RE 2020, là, on est toujours sur la RT 2012 en rénovation. Mais c'est vrai que les entreprises doivent s'adapter à ces changements progressivement. Et je focalise surtout mon conseil auprès des maçons.
puisque dans un autre cadre, j'élabore des briques en terre crue avec les maçons pour justement avoir cette dimension de bas carbone. Donc, comment demain on réinvente les métiers, enfin, réinventer, c'est un grand mot, mais surtout les coupler avec ces nouvelles réglementations. Et c'est pas forcément évident pour les jeunes voilà, de savoir quel métier choisir, et surtout dans la filière du bâtiment, puisque il y a des nouvelles contraintes qui vont arriver d'ici quelques années. Donc, au sein de la CAPEB, ce qu'on fait, c'est qu'on les forme aussi au patrimoine, puisque quelque part, le bâti ancien, la rénovation énergétique qui fait la une auprès des collectivités, etc., c'est vraiment comment on restaure, on rénove le parc existant. Et nos artisans, aujourd'hui, on les forme à la sensibilité des matériaux et leur compatibilité, parce que on fait face à des parois, on va dire, perspirantes et d'autres non, en fonction des matériaux employés dans la reconstruction ou autres. Et aujourd'hui, on a sorti 7 entreprises qui sont labellisées et qui peuvent répondre à cette problématique du patrimoine et de l'implantation des matériaux, on va dire, bio et géosourcés, parce que c'est pas anodin, et je pense que les entreprises aujourd'hui ont besoin de se former, de s'informer. Donc notre rôle aussi, c'est de les sensibiliser et de les accompagner sur cette grande notion de la transition énergétique. Donc voilà ce que je peux vous dire de mon parcours. Et puis, merci. Merci beaucoup, Mathilde. Théo, vous voulez bien vous présenter? Votre micro est coupé. Mhm. Voilà. Super. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je viens d'un BTS gestion et maîtrise de l'eau. Donc, c'est un BTS qui est très large. Donc, ça peut être très bien l'eau potable, les eaux usées collectives et non collectives, la gestion des eaux de rivière. Et en premier lieu, moi, j'ai décidé de m'orienter sur, comment dire, l'assainissement non collectif. Ça m'a permis d'entrer sur le marché du travail, pareil, fraîchement diplômé. Et après, j'ai rapidement basculé vers la partie eau potable, donc chez Veolia, mais ça aurait pu être chez une autre entreprise, peu importe. On fait tous le même métier dans ces compétences-là. Alors, mon métier, en quelques mots, si on devait résumer très simplement, c'est de produire en quantité et en qualité en quantité et en qualité l'eau pour que le client ou tous les usagers aient accès à cette ressource qui est indispensable. Voilà. Que dire de plus? Pareil, on travaille au quotidien pour essayer que cette activité-là ait le moins d'impact possible. Et les usagers s'en rendent vraiment compte, parce qu'à chaque fois qu'on croise des gens un petit peu curieux et voilà, dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, on a souvent des questions liées à la ressource, liées aux énergies, voilà, comment on va faire par la suite. Bon, on a aussi la question du prix de l'eau, mais ça, c'est une autre question. Donc voilà, un petit peu si je devais résumer en quoi consiste être technicien usine eau potable. Voilà. Ça marche. Merci à tous les trois. En gros, la question des ressources, c'est quand même une question centrale sur cette notion de transition écologique. Comment très concrètement dans vos métiers, cette question de la gestion des ressources, alors que ce soit des matériaux, hein, que ce soit de l'énergie, que ce soit de l'eau, comment est-ce que ça intervient concrètement dans ce que vous faites au quotidien? Ouais, allez-y, peu importe, Paul, oui. Ouais, je sais pas si je reprends. Ben, je peux réutiliser la grille de lecture que je disais tout à l'heure, hein, sur la sobriété, l'efficacité des énergies renouvelables, puisque la gestion des ressources et de l'énergie, elle débute par la sobriété. Donc, par exemple, dès qu'on aura des chantiers, hein, sur la collectivité, mais là, je pense que c'est Mathilde pour en reparler, mais l'idée, c'est de réutiliser au maximum les matériaux ou les ressources qu'on aura sur place. On a aussi en amont, dans la planification qui est intéressant, c'est aussi le zéro artificialisation nette, qui est aujourd'hui un enjeu voulu par le gouvernement et que les collectivités doivent appliquer. C'est cette idée aujourd'hui, enfin, plutôt dès aujourd'hui, mais surtout demain,
de moins urbaniser et de faire autrement, et donc d'aller chercher peut-être les dents creuses, ou, de rénover plutôt que de construire sur des parcelles agricoles. Donc ça réinterroge tout un modèle quand même. Mais là, on parle vraiment de réaffection des ressources, dans le sens où il faut construire, plutôt reconstruire, que s'étendre à l'infini. Donc ça fait vraiment partie de la sobriété. On a aussi des choses qu'on peut mener comme ce qu'on appelle schéma directeur immobilier. L'idée, c'est de se dire, de faire un point sur tous les bâtiments qu'on peut avoir au sein d'une commune ou d'une intercommunalité, c'est de dire ce qu'on a besoin de tout ça en fait. On interroge vraiment l'utilisation concrète de chaque bâtiment en disant il faut qu'on rationalise. Alors, il y a un intérêt économique, bien sûr, comme le plus souvent, c'est aussi un argument, mais c'est encore de la sobriété. Se dire, si on n'a pas besoin du bâtiment, quelqu'un d'autre peut l'utiliser, et donc va pas avoir besoin, lui, d'aller peut-être potentiellement faire construire un autre bâtiment. Donc c'est ce qu'on a fait, par exemple, à Bayeux. On a une maison de la vie associative qui va ouvrir dans quelques mois, qui est le regroupement de plein de petits bâtiments qu'on mettait à disposition d'associations de Bayeux. Les associations vont arriver dans un bâtiment fraîchement rénové, en centre de Bayeux, où elles vont pouvoir se réunir ensemble, donc c'est intéressant pour elles, mais surtout elles vont arrêter d'être isolées dans des petits bâtiments vétustes. Donc ça, c'est intéressant. C'est la sobriété, c'est ce qu'on met surtout en avant, mais l'efficacité, c'est aussi les audits énergétiques qu'on va constamment mener sur nos bâtiments, et de plus en plus pour cibler les travaux prioritaires. Et puis ensuite, les énergies renouvelables, c'est réaliser des études de potentiel. C'est dire, mais finalement, où est-ce qu'on peut développer l'éolien, où est-ce qu'on peut développer du solaire. Et par exemple, en ce moment, on demande aux communes de faire remonter sur leur périmètre territorial là où elles s'envisagent des zones d'accélération des énergies renouvelables, c'est-à-dire demain, où est-ce que pourraient être développées les énergies, donc que ce soit de l'éolien, de la méthanisation, de la géothermie, du solaire photovoltaïque ou thermique, du réseau de chaleur en biomasse ou en déchets. Voilà, on est en train de travailler un peu sur cette préfiguration des énergies renouvelables de demain. Donc c'est un petit peu comme ça. Donc, au sein de la collectivité, on s'interroge sur la gestion des ressources. Ça marche. Théo, Mathilde, vous vouliez expliquer, vous, peut-être, comment ça intervient dans vos métiers? Oui, effectivement, Alexandra, je pense que donc le métier du bâtiment, les métiers du bâtiment ont leur mot à dire, effectivement. Et nous, au sein de la CAPEB, on organise donc, à travers mes missions, je me déplace dans les collèges du département pour pouvoir fabriquer avec les collégiens des briques en terre crue. Donc voilà, le matin, je leur fais faire un petit peu le topo de la transition énergétique, les matériaux, etc. Et puis l'après-midi, on se lance dans l'atelier. Et c'est vrai que ça a un effet quand même assez surprenant sur leur éveil par rapport au métier de demain. Après, bon, je focalise mes recherches par rapport à ça auprès des maçons, parce qu'on organise aussi des réunions techniques au sein de la CAPEB pour faire évoluer les métiers et puis remonter aussi les problèmes techniques qu'ils rencontrent. Et effectivement, les maçons, ce qu'ils me disent, c'est que demain, ils vont faire face à des bilans carbone, à des analyses de cycle de vie des matériaux, donc pour que les bâtiments puissent répondre aux normes. Et effectivement, les matériaux qui sont aujourd'hui conventionnels et mis sur le marché ne sont pas forcément conformes à ces attentes, enfin, du moins dans leur durabilité. Et du coup, ça pose question effectivement sur les mises en œuvre, sur les systèmes constructifs qu'on va réinventer demain. Et parce que bon, le point un peu fatidique, c'est surtout l'isolation, le confort d'été, le confort d'hiver. Et c'est vrai que dans la masse, voilà, il faut réfléchir à des solutions. Et les maçons aujourd'hui se questionnent énormément sur ce qui regorge aussi des règles de l'art et des DTU. Mais voilà, il faut avancer. Et les jeunes aujourd'hui, pour les attirer dans ce métier, il faut aussi leur montrer qu'il y a des solutions et qu'on est sur le point de les mettre en œuvre. Donc voilà, la CAPEB est très focalisée sur ces questions-là. Ça marche. Théo, côté gestion de l'eau. Ouais, donc de mon côté, on peut pas agir au niveau de l'eau parce que nous on est vraiment sur la production d'eau potable. Donc on peut pas agir on peut agir, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais sur la ressource en elle-même, donc nous là où on peut vraiment agir, c'est
sur la partie process, comment dire, des installations. Alors, il y a des installations très simples, d'autres plus complexes, et on essaye de, comment dire, de réduire, par exemple, si je prends un exemple très concret sur la gestion des ressources, pour éviter de gaspiller un maximum, on essaye de, comment dire, d'optimiser nos process justement pour rejeter pour éviter de rejeter justement un maximum d'eau directement dans le milieu naturel de façon trop importante, et d'optimiser justement l'eau qui va chez le client, même si après elle sera retraitée en station d'épuration. Mais voilà, on essaye d'optimiser nos process. Et comment dire, tout à l'heure on parlait justement de la, comment dire, des visites, tout ça. Nous aussi, on essaye de faire venir des jeunes enfants dans les usines et tout ça. Et effectivement, ils se rendent bien compte que on ouvre le robinet, l'eau est là, mais en fait derrière il y a un gros travail derrière. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et voilà. Ça marche. Ça vient rejoindre quelque chose que je pensais aborder plus tard, mais c'est lié aussi tout ce que tu viens de dire là, ce qu'a dit aussi Mathilde, comment rendre attractif aussi vos métiers auprès des jeunes. Mathilde, vous l'avez un petit peu évoqué en disant que vous faisiez des activités. Vous diriez qu'est-ce qui est attractif dans vos métiers et comment vous faites pour le rendre attractif auprès des autres? Je commence ou? Vas-y. Alors moi, ce que j'avais noté, c'est que, comment dire, ce qui est attractif, c'est que avec la société actuelle et tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, la sobriété, tout ça, c'est quand même le point de vue de l'eau potable, c'est vraiment un enjeu de demain. Et tout le monde, c'est ce que si je disais tout à l'heure, tout le monde, c'est un besoin vital, donc tout le monde en a besoin. Tout le monde, dans 20, 30 ans, en aura besoin également. Donc, je pense que voilà, ça sera quelque chose de périn dans l'avenir. Il faudra absolument continuer ces métiers-là, et c'est ça qui peut rendre voilà, ce métier-là attractif. Et ce pourquoi on se lève le matin. Voilà, on sait que potentiellement voilà, tous les matins, on se lève pour que indirectement les gens, les usagers en général, aient de l'eau au robinet. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui rend attractif. Moi, je voudrais compléter en disant que l'attractivité de mon métier, ce serait, voilà, enfin moi, ce qui me pousse à faire ces choses-là vis-à-vis de cette transition, c'est vraiment notre jeunesse, parce que nous, quelque part, on leur donne les outils en main pour trouver des solutions. Mais il y a beaucoup à faire. Et puis, avoir effectivement la motivation de proposer à nos jeunes des outils. Donc, bon, après, je parle de ce que je sais, c'est-à-dire leur donner à disposition de l'outillage, donc des moules, des presses, des choses qui peuvent, pour qu'ils puissent produire, par exemple, des petits éléments par petits éléments, et puis à la fin, nous proposer des prototypes. Donc, d'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est ce qu'on compte faire avec les lycées. Donc, je vous parlais des collèges, mais à tous les niveaux, il faut déployer ces formations, cette sensibilisation-là. Et notamment, ce qu'on fait au sein aussi de partenariats avec le lycée Le Corbusier ou le Schumann Perret, par exemple, sur le territoire, c'est la constitution de prototypage. Donc, pour expliquer à nos jeunes, et pas que, hein, il y a aussi le particulier qui s'intéresse à comment rénover sa maison. Et l'ambition, c'est de montrer des cas concrets de prototypes de parois, par exemple, une maison d'avant 48 en briques et silex, comment on fait pour faire une isolation par l'extérieur, etc., etc. Et en fait, on veut impliquer nos jeunes dans cette démonstration de prototypage. Donc, on va les inviter à travailler sur des rendus pédagogiques avec leurs professeurs. Et puis, on va mixer aussi l'intervention et le savoir-faire de nos artisans, pour qu'il y ait une rencontre aussi entre l'entrepreneur, l'entreprise, et puis notre jeunesse, parce que quelque part, c'est pas forcément évident pour nos jeunes d'aller à la rencontre de nos entreprises. Donc, c'est aussi le prétexte que
le défi qu'on s'est mis pour répondre à cette rencontre, parce que voilà, je pense qu'il ne faut pas que l'artisan soit de son côté et puis le jeune non plus. Donc voilà, on va travailler très prochainement sur des prototypes et puis avec les différents établissements, et on espère avoir voilà, pour nos jeunes, l'envie de découvrir plus le métier et puis de poursuivre après avec ces outils en main. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Paul, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à cette question de comment rendre attractif ou qu'est-ce qui est déjà attractif dans votre métier spécifiquement? Ouais, déjà pour rebondir sur ce que dit Mathilde, je pense qu'effectivement, hein, il y a un rapport avec les jeunes qui est assez privilégié parce que on voit que c'est une thématique qui les intéresse quand même beaucoup. On travaille beaucoup au niveau des écoles primaires parce que Mm. c'est une compétence directe de l'intercommunalité, mais même avec les collégiens et les lycéens, on voit quand même qu'aujourd'hui, on a des éco-délégués, hein. C'est quand même intéressant parce que c'est aussi, déjà, il y a une émulation dans ces établissements-là. Mais c'est aussi eux qui nous interpellent en disant, nous, on a des stationnements cyclables, maintenant, il va peut-être falloir une piste devant le lycée, en fait. Ok, bon, c'est pas ce qu'on avait, hein, il y a quelques années. Et donc, c'est intéressant. Et le plus souvent, c'est quand même des jeunes qui gardent cette appétence pour la transition écologique plus tard, lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi. Et donc, qui vont être intéressés par des métiers comme on peut les présenter aujourd'hui. C'est intéressant. Et globalement, ce qui est attractif, ce qui va l'être pour eux, ce qui l'est pour moi, ce qui l'est pour nous, je pense, c'est comme disait Théo, pouvoir apporter ces services d'une haute qualité. Globalement, moi, je vais le ramener à tout ce que peut proposer une collectivité, hein. Aujourd'hui, des pistes cyclables, des bus, des espaces verts, une énergie locale et moins chère, une alimentation aussi locale de qualité. Ça, aujourd'hui, c'est quand même des aménités vraiment intéressantes pour les habitants. En tant que collectivité, on nous demande aussi de partager la stratégie nationale, de diminuer l'impact carbone, notre consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pas évident hein, de quantifier tout ça. Mais ce qui se voit peut-être un peu plus, c'est comment le territoire évolue et ce qu'on propose aux habitants. Et ça c'est quand même pour moi, pour montrer qu'on améliore le bien-être et la qualité de vie des habitants, c'est ce qui rend le poste vraiment attractif. Puisque vous êtes en train de parler de territoires qui évoluent, donc il y a des mutations évidemment qui impactent le fait qu'on soit un peu obligé quand même de se pencher sur ces questions-là parce que sinon la planète va pas vraiment être soutenable, hein, on est d'accord là-dessus. Est-ce que vous voyez dans votre quotidien des mutations qui là impactent même vos métiers et qui sont en train de les transformer? Vas-y Paul, si tu veux. Je reprends. En fait, oui, je pense qu'on a des mutations qui sont permanentes. Alors, pour mon cas, en collectivité, déjà en interne, hein, en cas de changement de majorité, par exemple, Mm. ça c'est toujours impactant, forcément, les politiques locales qui peuvent évoluer malgré des décisions politiques, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure des prises de compétences, prise de compétences mobilité ou prise de compétences énergie-climat, hein, ce qu'on n'avait pas il y a encore 15 ans. Il y a un impact aussi régional et local. Les financements, on est très dépendant des financements régionaux et nationaux. Donc aujourd'hui, si on ne les a plus, on ne peut plus mettre en place des actions sur le territoire. La réglementation, ça aussi, c'est très important. Donc ça nous oblige un petit peu parfois à travailler avec les parlementaires hein, pour que les décisions puissent aussi aller dans le sens des territoires. Le contexte international, forcément, le prix des énergies, notamment l'hiver il y a 2 ans, nous a forcément forcé à un peu plus renforcer notre stratégie de sobriété énergétique, je sais pas, diminuer la température de chauffe des bâtiments, lancer le chauffage un peu plus tard, aller baisser un petit peu éventuellement le chauffage de l'eau de la piscine, etc. Et puis comme pour tous les secteurs, je pense, sur lesquels on travaille en lien avec la transition écologique, toutes les innovations qui peuvent arriver sur l'énergie, sur les transports, qui font qu'on est en constant renouvellement. Donc ouais, beaucoup de mutations à tous les niveaux, je pense. Et sur vos activités, Théo, Mathilde, est-ce que vous voyez aussi des évolutions majeures? Oui, alors effectivement, sur ce que disait, pour rebondir un peu sur les propos de Paul, moi, ce que je constate auprès des artisans,
c'est cette reconnaissance d'être garant de l'environnement, donc ce qu'on dénomme le label RGE, hein, pour nos artisans, qui, eux, font face à ça tous les jours. Donc voilà, je vous dis ça parce que je les accompagne aussi sur leur dossier d'être reconnu garant de l'environnement. Et ce que je constate, c'est que il y a beaucoup de... Pour eux, c'est un boom, quoi. On est vraiment en transition, c'est-à-dire que c'est des pratiques qu'ils connaissaient pas. Par exemple, pourquoi, ils me posent souvent la question, mais Mathilde, pourquoi mettre une membrane d'étanchéité à l'air? Pourquoi on fait des tests d'infiltrométrie, etc., etc. Parce qu'en fait, l'isolation, c'est une problématique qui date de 1974. Donc finalement, c'est relativement récent. Et pour nos entreprises qui sont implantées depuis déjà une paire d'années, pour eux, c'est un changement. Donc, il faut qu'ils se sensibilisent, qu'ils se forment. Et quelque part, voilà, l'évolution de ma mission là-dessus, c'est vraiment de les accompagner sur aussi ces nouveaux questionnements et les conséquences que ça peut avoir. Parce qu'effectivement, une entreprise qui est depuis toujours avec un savoir-faire, etc. Et là, on lui demande de revoir un petit peu la question de la RT 2012, justement, de faire plus attention dans le conseil de son client, encore une fois, sur par exemple, le confort d'été, le confort d'hiver, comment bien isoler sa maison, etc. Et on se retrouve aussi avec des corps de métier qui n'existaient pas avant. Donc, par exemple, celui qui isole aujourd'hui, c'est presque un métier à part entière, mais il n'est pas encore déclaré, on va dire, existant dans les textes. Donc, c'est souvent, par exemple, celui qui fait de l'isolation par l'intérieur, ça va être le plaquiste. Ça va être celui qui fait l'isolation par l'extérieur, c'est souvent aussi les maçons qui s'y collent, puisqu'ils se disent, bah, maintenant, il faut isoler. L'État met de l'argent sur la table pour pouvoir restaurer, rénover notre parc existant. Donc, il faut faire face à ça. Et c'est vrai que nos artisans sont un peu en première ligne de ces évolutions. Et nous, voilà, on est là pour les accompagner, mais voilà, c'est un gros sujet quand même, la transition énergétique. Voilà, voilà. Et puis, pour moi, alors comme disait Paul tout à l'heure, par rapport comment dire, aux élus, tout ça, nous, on est indirectement tributaire des élus puisque, comment dire, on est une délégation de service public et donc en fait, les choix de Veolia sont indirectement impactés par le choix des élus. Et on voit bien que dans ce domaine-là, il y a une vraie prise de conscience et un vrai basculement des collectivités et des élus. Donc voilà, ça impacte, comment dire, nos métiers. Que dire de plus? Oui, c'est ça. On est comment dire, au niveau de la mutation, on est un secteur d'activité qui est assez gourmand en énergie, hein, tout ce qui est pompage, filtration, voilà, beaucoup de consommation d'énergie. Et la mutation, c'est d'essayer de basculer vers des techniques, du matériel, voilà, qui est moins gourmand, voilà, tout simplement pour essayer de basculer dans quelque chose de plus vertueux, même si tout le monde est obligé en France avoir de l'eau à son robinet, mais voilà, on essaye de faire au maximum pour avoir le moins d'impact possible. Voilà. Bien sûr. J'ai une dernière question en fait qui va en grouper deux différentes. Vous diriez que pour travailler dans vos métiers, on a bien compris, on illustre là vraiment des métiers de la transition écologique. Je vais vous renvoyer tout à l'heure à un guide qui les liste. Il y en a bien sûr énormément de métiers. Là, on illustre seulement avec quelques-uns. Mais vous, dans vos métiers, quelles sont les compétences spécifiques à avoir? Et peut-être nous dire quelques mots sur votre parcours justement pour arriver jusqu'à ces métiers-là, pour qu'on comprenne bien et pour que ça donne un petit peu des idées de parcours possibles. Et on va voir, c'est très, très, très varié. Et ben, si je continue, du coup, pour ma part, la compétence numéro 1, c'est vraiment la rigueur, parce que on touche à l'eau, c'est quelque chose, ça rentre dans la catégorie de l'alimentaire. Et alors oui, on doit produire en quantité, mais surtout en qualité suffisante pour que voilà,
tous les jours, on les voit régulièrement passer dans plein dans plein d'endroits différents. L'Agence régionale de santé est là pour ça et surveille la qualité de l'eau. Donc voilà, si la compétence numéro 1, c'est la rigueur, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, et ce qui est normal, voilà, vu qu'on touche à l'alimentaire. Et la deuxième compétence, c'est l'autonomie, puisque voilà, nous, dans nos métiers, on peut être assez régulièrement seul. Et même si on travaille quelquefois à plusieurs, mais voilà, il faut énormément d'autonomie, être capable de mettre en marche toutes nos compétences de façon seule, voilà, pour être capable de gérer les crises ou même de faire le métier au jour le jour. Voilà. Et ton parcours, tu peux nous rappeler rapidement? Oui, alors si je le reprends dans la globalité, j'ai d'abord fait un bac STAV, donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Ensuite, j'ai enchaîné sur un BTS GEMO, gestion et maîtrise de l'eau. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une petite dernière année de licence professionnelle à la fac de Poitiers. Alors, le BTS GEMO est très, très complet déjà sur le point de vue traitement, gestion de l'eau. Enfin, voilà, il y a beaucoup de… Voilà. Et je voulais faire un bac plus 3. C'était pour un jour, pourquoi pas, la partie internationale. C'est le bac plus 3 est plus facilement reconnu à l'international. Bon, pour l'instant, j'y suis pas, mais voilà, c'était pour ça. Et aussi pour compléter mes connaissances dans d'autres, un petit peu d'autres domaines. Voilà. D'accord, ça marche. Merci Théo. Mathilde, tu voulais continuer? Oui, donc effectivement, pour rebondir, moi, les deux mots qui me tiennent à cœur, peut-être, c'est la curiosité et puis la persévérance. La curiosité, parce que donc moi, dans mon parcours, j'ai fait des études d'architecture, donc à l'ENSA Normandie, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, j'ai donc les 3 premières années, c'est assez théorique sur l'histoire de l'art, etc., etc. Et puis le master, c'est très spécifique. Et en fait, on nous demande de choisir nos professeurs et, en l'occurrence, nos domaines d'études. Et moi, j'ai fait le choix de l'expérimentation. Donc, c'est un DE qui aborde l'architecture par la matière. Et en fonction de cette matière, voilà, on fait des architectures. Et en fait, pour rebondir un petit peu sur la suite que je vous ai expliquée, des briques en terre et cetera, c'est que, dans mon DE expérimentation, j'ai fait beaucoup d'expérimentations sur ces matériaux-là, donc notamment, la terre crue et puis les fibres. Donc ce qui m'a amené à toujours, à pousser cette curiosité et cette persévérance pour aboutir à, finalement, ce que je fais aujourd'hui avec les artisans, parce que j'aborde le métier très techniquement, mine de rien, parce que les entreprises ont un savoir-faire, voilà, tous les jours, c'est des problèmes techniques qu'il faut résoudre. Et l'architecture, finalement, c'est ça, selon ma vision. Et voilà, ça me pousse à réfléchir avec les maçons, avec les artisans, pas que les maçons finalement, à ce que va être le bâtiment demain et quelle matière on va pouvoir mettre en œuvre par rapport à ces nouvelles contraintes ou règles de jeu. Je préfère le mot règles de jeu parce que il faut que ça reste amusant quand même. Donc voilà ce que je pourrais dire en fonction des mots, enfin voilà, de mettre des mots sur un parcours, c'est vraiment persévérer parce que je pense que une transition énergétique, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis il nous faut des compétences, il nous faut l'éveil aussi de notre jeunesse, j'insiste, parce que c'est très important. Et puis moi, j'y suis passée aussi. Donc, finalement, enfin, moi, j'ai 27 ans aujourd'hui. Donc, quelque part, je suis un peu en transition entre ces deux mondes-là. Donc, voilà, les personnes qui ont un savoir-faire et qui veulent le transmettre. Et puis l'élan d'une vie qui commence. Donc, voilà, je pense que ce juste milieu, il permet aussi de porter des réflexions et puis surtout de donner de l'envie parce que c'est ce qui est important dans nos métiers tous les jours, l'envie. Merci Paul. Est-ce que de votre côté, vous voulez nous raconter un peu, vous, les compétences clés que vous considérez et puis votre parcours aussi? Ouais, alors moi je suis, comme souvent, hein, dans ces postes-là sur les comités de communes, seul sur mon poste. Mais donc ça veut dire travailler en transversalité. Alors c'est un peu être à la fois très autonome, puisque j'ai pas de binôme ou d'équipe et en même temps, il va falloir travailler avec, le service bâtiment, le service, espaces verts, voirie,
service éducation, etc., RH, enfin, absolument tout le monde, pour travailler en transversalité, puisque l'objectif, c'est pas de porter, je l'ai dit tout à l'heure, la transition écologique seule, mais à faire en sorte que ça irrigue des autres services. Donc, je pense que ça veut dire autonomie, mais travail en équipe, et puis dans le cadre des missions, pas mal de rédaction quand même, des notes pour les élus, les délibérations, etc., des rapports. Un peu d'aisance à l'oral, puisqu'on organise, je passe pas mal de temps en réunion et il faut aussi porter des projets, et puis globalement de la gestion de projet en fait. C'est un petit peu ça, parce qu'on peut être sur des choses très différentes, des projets vraiment de quelques semaines à des choses beaucoup plus stratégiques sur plusieurs années. Donc être à l'aise entre les différents niveaux d'ambition de projet. Et en termes de formation, alors moi j'ai réalisé j'ai un master assez général en gestion de projet globalement. Enfin, j'étais dans une école de management, mais avec une spécialisation en master 2 en développement territorial. Donc avec des modules d'urbanisme, aménagement du territoire, développement durable, finance, droit public, etc. Donc aujourd'hui, c'est des masters qu'il n'y avait pas forcément, moi quand j'étais diplômé il y a 8-9 ans, mais qu'on en retrouve de plus en plus, avec une spécialisation en développement durable. Et j'avais vu une étude il y a quelques années, alors qui sera actualisée, mais en fait, je crois que 90% des personnes qui sont sur mon poste ont un master, donc globalement, c'est un peu une référence. Et puis, même si ça veut rien dire, enfin, en soi, moi, je suis sur un poste d'attaché territorial, donc ça veut dire que c'est un poste qui peut être atteint à Bac+3. Et donc, attaché territorial, ça veut dire aussi dans la fonction publique passer le concours. Donc, c'est encore une seconde épreuve, même si on peut être contractuel, il y en a de plus en plus, il n'y a pas de problème, mais c'est un petit peu de préparation si on veut le passer. Et sinon, les horizons, moi, je suis plutôt développement territorial, généraliste, mais on a aussi des ingénieurs, des techniciens qui se réorientent. On a plusieurs types de profils. Ça marche. Vous voyez, nos 3 intervenants là ont vraiment des parcours qui sont très, très différents. Je me permets donc avant de repasser la parole à Guillaume qui va nous faire il va revenir sur une vision un peu plus macro des métiers, et des compétences de la transition éco, et puis avant de donner la parole aussi, à Annabelle sur le volet formation, je vous partage ce qui est ici dans le PPT et que vous allez avoir. C'est le lien vers le guide des métiers et des formations de la transition écologique. Là, si vous voulez avoir une vision vraiment, assez, précise de tous les métiers ou quasiment tous les métiers de la transition éco et des formations qui sont proposées en Normandie dédiées à cette thématique-là, je vous renvoie vers ce guide que vous trouvez sur la plateforme Destination Métiers. Donc vous aurez qu'à cliquer sur le lien dans le PowerPoint qui est présenté là. Et là, c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir effectivement vous documenter et avoir des infos assez précises sur les métiers qui existent par thématique, hein, protection de l'environnement. On va avoir les métiers de la gestion de l'eau aussi. Et à chaque fois, des témoignages. Je crois que certains d'entre vous ont d'ailleurs témoigné dans le guide. Et puis, avec effectivement les formations qui permettent d'atteindre ces métiers-là. Donc là, l'idée aujourd'hui, on ne peut pas faire intervenir des gens qui sont dans tous les domaines précis de la transition éco, mais c'était vraiment d'avoir une coloration côté collectivité, côté bâtiment, côté gestion de l'eau. Donc, un grand merci à tous les 3. Si vous avez des questions effectivement à poser à Paul, Théo et Mathilde, et que là, on n'a pas le temps forcément aujourd'hui, vous nous les adressez, vous les adressez au CARIF, et puis nous, on fera passer, hein, effectivement, n'hésitez pas à les poser aussi dans le chat tout de suite et jusqu'à la fin de la session. Guillaume, je te repasse la parole pour compléter sur le volet vraiment transition éco. Merci Alexandra. Donc Mathilde, Paul et puis Théo nous ont parlé de manière très opérationnelle et très concrète, hein, de leur métier, ce qui constitue pour moi une excellente rampe de lancement pour vous parler aussi des métiers d'une manière un peu plus macro, à partir d'une étude qui a été réalisée par les Cariforef auprès d'entreprises de 3 régions en France, dont la Normandie, qui consistait à aller repérer les métiers qui allaient être d'une part impactés par les transitions écologiques, mais qui allaient être aussi contributeurs de la mise en œuvre des transitions écologiques. Alors, je vais vous présenter les résultats de cette étude, qui sont des résultats très qualitatifs, hein, sur les évolutions des compétences,
les créations de compétences nouvelles éventuellement, et puis des besoins de connaissances nouvelles. Donc, quelques illustrations sur quelques métiers pour conclure ce webinaire. Alors, d'abord, dire que l'étude a relevé qu'il y avait très peu finalement de création de nouveaux métiers, mais beaucoup plus des évolutions dans les métiers, qu'il y avait 3 principaux facteurs de la transition écologique. D'une part, les réglementations, on en a parlé, les évolutions technologiques, mais aussi les attentes sociétales hein, des individus, mais aussi des entreprises avec une prise de conscience collective. Il y avait des freins, néanmoins, à la mise en œuvre de ces transitions. C'est des facteurs économiques, hein, ça a un coût, coût d'investissement des entreprises, pouvoir d'achat des ménages, mais aussi les pratiques, les habitudes. Mathilde, je crois, en a parlé un peu tout à l'heure, hein, sur la nécessité de convaincre de nouveaux process, de nouveaux matériaux, de nouvelles manières de faire. Des besoins en formation qui existent, mais un des résultats de l'étude, c'est que l'offre de formation en Normandie est quand même majoritairement bien pourvue sur ces dispositifs-là, et qu'il y a peut-être simplement quelques blocs de compétences à ajouter, un peu de coloration à ajouter sur les diplômes concernés. Et puis, des acteurs qui sont de la transition écologique, hein, qui sont très concernés, les OPCO, les fédérations, les branches professionnelles et les entreprises. Alors maintenant, d'une manière très pratique hein, sur les métiers, j'ai pris quelques métiers pour vous faire la démonstration de ce qui évolue ou non, plus ou moins. Donc le métier d'agriculteur maraîcher, par exemple, avec des nouvelles compétences qui sont observées hein, de la part même, enfin de l'avis même des entreprises qui les embauchent, c'est la pratique de l'agroécologie évidemment, et puis une évolution de compétences vers des maîtrises de techniques de désherbage, la maîtrise des outils d'aide à la décision agricole et la maîtrise de l'éco-conduite des engins agricoles. Donc voilà comment le métier d'agriculteur maraîcher, dans une perspective de développement durable, de transition écologique, peut être amené à voir évoluer ses compétences. Un métier qui est apparu récemment, le métier de méthaniseur, hein, donc de gestion d'unités de méthanisation. C'est un métier qui pour le coup est là parce qu'il y a précisément des nouvelles formes de création d'énergie, de production d'énergie. Donc avec des nouvelles compétences, évidemment, c'est la gestion d'une unité de méthanisation. Et puis en connaissances nouvelles à acquérir, la connaissance dans les équipements des mécanismes biologiques, du processus de méthanisation et bien sûr des risques sanitaires. Le métier d'ingénieur développement packaging, là aussi, alors sur un autre niveau de qualification, mais qui connaissent des bouleversements. Le métier d'ingénieur développement de packaging, donc surtout dans l'agroalimentaire, hein, qui a pour nouvelle compétence le fait de réaliser une analyse de cycle de vie des produits, qui va influer évidemment sur le packaging, et en termes d'évolution des compétences, hein, réaliser un diagnostic des matériaux d'emballage. Voilà comment est-ce que l'ingénieur développement packaging peut être amené à voir ses compétences évoluer. Alors le métier d'architecte, ça va intéresser Mathilde probablement, donc avec des nouvelles compétences observées, dont la maîtrise de l'analyse du cycle de vie des matériaux, évidemment, avec une connaissance nécessaire de l'impact environnemental de ces matériaux et les caractéristiques et les techniques propres aux matériaux traditionnels, puisqu'on revient de plus en plus aux matériaux traditionnels, avec, en matière de compétences observées, la maîtrise de l'analyse de l'existant. Le charpentier est un métier qui va être particulièrement impacté hein, avec non pas de l'évolution, non pas alors plutôt des nouvelles compétences observées dues à l'arrivée, notamment des nouveaux matériaux et de nouveaux process et des nouvelles technologies. Et ces nouvelles compétences seront notamment liées à la maîtrise des technologies des machines nécessaires à enduire le chanvre, mais aussi à la réalisation de des enduits nécessaires à l'utilisation de la paille, et bien sûr la maîtrise des différentes techniques d'isolation par insufflation notamment à cellulose. Alors ce sont des technologies particulières d'isolation. Donc là on voit bien qu'arrive sur
le marché d'une manière très directe et très liée et très opérationnelle à la transition écologique, ces nouveaux matériaux qui nécessitent bien sûr des compétences pour être en capacité de les utiliser et de les utiliser au mieux. Alors bien sûr, en termes de connaissances à avoir, toutes les connaissances autour des notions d'étanchéité à l'air, à l'eau, etc. Et puis bien sûr les connaissances réglementaires. Le maçon va être aussi impacté avec notamment la maîtrise nécessaire, enfin la maîtrise de la technicité nécessaire pour la mise en œuvre de béton drainant et végétalisé. Là aussi, on est dans le cadre de nouveaux matériaux, de nouveaux process, de nouvelles technologies, et donc la nécessité d'être non seulement acculturé, mais en tout cas d'être professionnalisé à ce type de matériaux. Et puis un ou deux métiers pour finir qui n'ont rien à voir, mais dans l'industrie par exemple, hein, évidemment le métier d'opérateur de fabrication sur pale, qui lui va être amené à pouvoir évoluer ses compétences autour de la fabrication et du ponçage, du moulage, qui seront propres à la fabrication de pales, qui sont des constructions évidemment, puis qui ont des formes particulières. Donc, il faudra savoir les travailler. Et puis, bien sûr, en termes de connaissances, la sécurité, la réglementation, et notamment la réglementation en milieu marin, ceux qui travailleront en milieu marin. Je passe sur le responsable énergie parce que je voulais juste terminer avec le conducteur poids lourd. Le conducteur poids lourd, donc, qui a d'ores et déjà, bien sûr, la nécessité de voir évoluer ses compétences autour de la maîtrise de la conduite des véhicules avec de nouvelles motorisations, notamment motorisation hybride, mais aussi gaz naturel, mais aussi hydrogène, puisqu'on voit de plus en plus d'engins qui roulent ou qui rouleront à l'hydrogène. Et puis bien sûr la pratique de l'éco-conduite, puisque c'est une compétence qui devra être de plus en plus maîtrisée. Voilà pour les quelques illustrations. Il y en a encore un dernier, pardon, un diagnostiqueur en rénovation automobile. Donc c'est un métier qui apparaît, qui n'existait pas jusqu'à présent, en tout cas sur d'autres formes, et qui apparaît parce qu'évidemment, on parle de plus en plus de réemploi. Donc, le métier de diagnostiqueur en rénovation automobile qui émerge vraiment, mais qui aura à se doter de compétences d'analyse, d'évaluation, de diagnostic des matériaux, dans une optique précisément de réemploi. Donc, la personne qui occupera ce métier-là aura en charge de travailler sur les matériaux utilisés dans les voitures, enfin, ou dans les véhicules, quels qu'ils soient, et plutôt que de les emmener à la casse, de voir ce qui peut être recyclé, réemployé, réutilisé. Donc avec des notions évidemment de cycle de vie produit. Voilà, j'en ai terminé avec cette étude. Cette étude est à retrouver sur le site du Cariforeb, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si vous voulez plus d'informations, des compléments d'informations, je suis à votre disposition pour vous les donner. Merci. Merci beaucoup Guillaume. Oui, ça complète effectivement bien ce qui a été évoqué avant. Là, on va passer la parole maintenant à Annabelle sur le volet formation. Donc, plutôt que de faire un focus sur des cursus de formation que vous allez pouvoir trouver dans le guide qu'on a évoqué tout à l'heure, là, ce qu'on a souhaité évoquer, c'est plutôt aborder la formation sous l'angle de la massification des formations à l'université, y compris dans des cursus qui n'ont à la base rien à voir avec la transition écologique, rien à voir en tout cas de premier abord. Bonjour Annabelle. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, en effet, en fait, l'université de Rouen s'est inscrite vraiment dans une démarche, on va dire, plutôt proactive sur ces enjeux de la transition socio-écologique. La démarche, elle s'inscrit assez précocement dans le temps, puisqu'en fait, dès 2009, ils commencent à se préoccuper de ces sujets-là. Au début, en tant qu'organisation, c'est-à-dire véritablement avec des enjeux sur la vie de campus, sur la question de la mobilité durable, l'installation justement de parcs de vélos, enfin voilà, des enjeux qui vont plus porter véritablement sur la durabilité du campus, avec un chargé de mission qui va être recruté sur ce sujet-là. Et au fur et à mesure, en fait, l'équipe va grossir. On va avoir notamment la nomination aussi d'un vice-président sur ces sujets-là, Benoît Léniel, qui va aussi donc du coup participer aux activités nationales sur la définition d'une note de cadrage qui a été publiée en septembre de l'année dernière
sur justement les enseignements à la transition écologique pour un développement soutenable. Et donc, tout ça, en fait, amène au grossissement, finalement, d'un service, au début, qui était constitué d'une personne, sous la forme, en fait, d'un institut qui va s'appeler l'Institut Turn, donc l'Institut des transitions au sein de l'Université Rouen-Normandie. Et on va avoir, du coup, là, l'émergence de 3 pôles, donc 2 à côté de la vie de campus, qui vont être le pôle recherche et le pôle formation. Moi, je suis moi-même donc, au pôle formation et j'ai été recrutée il y a 2 ans, puisqu'en fait, il y a eu une décision de l'Université de Rouen de faire en sorte que tous les étudiants de premier cycle de licence, et principalement en fait les L1, sauf pour les filières où ce n'était pas possible, eh bien, soient concernés par une formation de 10 heures, un bloc de culture générale sur les enjeux de la transition socio-écologique, avec 4 grands thèmes abordés, qui reprennent finalement aussi les thématiques qu'on va retrouver, qui sont considérées comme des enjeux clés parmi les professionnels, qui sont du coup les enjeux énergétiques, donc autour des enjeux de transition énergétique, de sobriété, l'enjeu du changement climatique, donc là sur ses causes, ses conséquences et l'ambition du coup de la neutralité carbone. Le sujet de l'érosion de la biodiversité. Donc là, avec tout l'enjeu de finalement comment on réussit en fait à réduire les menaces qui pèsent sur le vivant. Des enjeux autour des ressources, je crois que c'est un terme qui est revenu plusieurs fois, l'épuisement des ressources, l'analyse du cycle de vie, voilà, tous ces enjeux sur comment on fait aujourd'hui pour avoir une gestion plus durable de ces ressources. Et un dernier point, en fait, sur les nouveaux modèles socio-économiques. Donc, finalement, comment est-ce qu'on peut faire de la transition? Et là, je refais référence à ce qui était évoqué tout à l'heure aussi, par le CARIFOREF, à savoir véritablement, voilà, quels sont les nouveaux modèles un peu économiques qui peuvent amener vers ces changements. Donc, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, l'économie des fonctionnalités, etc. Donc, 5 grandes thématiques abordées chacune en 2 heures. Et là, avec donc, la production de cette note de cadrage, il va être impératif pour les universités d'intégrer un volume de 30 heures de cours, sachant que l'Université de Rouen aimerait aller plus loin. Nous, on aimerait pouvoir proposer 50 heures à l'ensemble des étudiants du cycle de licence. Donc, a priori, voilà, les étudiants seront mieux formés, avec l'ambition de territorialiser les enjeux, donc de donner à voir en fait ce qui se fait en local, premièrement, et également l'ambition en fait d'aller vers du projet, la pédagogie transformatrice, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'on parle en fait en termes de volume d'étudiants à former. Sur la L1, on a 6 000 étudiants. Sur la L2 et L3, on est autour de 3 200, 3 500 étudiants. Donc ça veut dire aussi en face des moyens humains qui sont considérables sur le sujet. Parce que voilà, ça implique forcément des enseignants qui vont devoir aussi encadrer les projets ou des professionnels qui vont être recrutés sur des vacations. Mais voilà, il y a un enjeu là aussi en termes de ressources humaines qui se pose également. Sur les compétences qui sont, nous, auxquelles on se réfère, finalement, eh bien, on va nous s'appuyer, c'est aussi là les directives ministérielles, sur des ressources comme le Green Comp ou encore des ressources qui vont être proposées du coup par l'UVED au travers d'un référentiel de connaissances et de compétences. Et là, on retrouve aussi un peu les mêmes la même recherche dans ce qui est attendu auprès des étudiants, à savoir essayer de développer en fait une pensée plus systémique qui va prendre en compte les enjeux dans leur totalité, une pensée critique, réussir à faire preuve d'adaptabilité. Je crois que vous en avez parlé à plusieurs reprises, faire preuve d'envie, faire preuve de curiosité, aller chercher plus loin, être plus agile par rapport au système qui existe aujourd'hui, aux organisations existantes, et une pensée exploratoire, donc véritablement aller explorer les nouvelles solutions. C'est ce vers quoi on aimerait les emmener. Alors, on a eu des premiers retours, puisque là, on est un peu à N+1 après le déploiement du coup de ces premières 10 heures. Et ce qu'on réalise concrètement, c'est que voilà, les étudiants manquent un petit peu de connaissances encore sur ces enjeux de la transition socio-écologique. Globalement, il y a des choses sur lesquelles il y a parfois une impression de redite, des messages sur lesquels ils ont déjà l'impression d'avoir eu de l'information.
notamment sur le changement climatique, qui est aussi un message qui pourrait apparaître très souvent en fait dans les médias. Et par ailleurs, des sujets sur lesquels on sent qu'ils n'ont pas encore de connaissances, de compétences, donc notamment sur les nouveaux modèles socio-économiques, sur l'économie circulaire, sur l'économie sociale et solidaire. C'est des enjeux en fait qui paraissent encore un petit peu sous-exploités et qui découvrent au travers de ces modules. On va aussi avoir des attentes concernant notamment des cours qui vont se rapprocher de leur discipline, donc réussir à faire le lien de façon plus ténue entre le disciplinaire qu'ils sont en train d'acquérir parce qu'ils sont en train de devenir des professionnels, d'une part, et puis d'autre part, ces enjeux, comment ils s'appliquent concrètement à leur pratique, à la formation qu'ils vont avoir en tant que futurs professionnels. On va aussi avoir des étudiants en fait, qui se disent intéressés et préoccupés par les sujets. Plus de 8 sur 10 se disent en fait véritablement préoccupés par ces changements environnementaux et souhaitent en fait aussi approfondir leurs connaissances. Et on voit que ce cours amène aussi des réflexions et amène parfois des changements de compétences, puisqu'on en a à peu près un quart qui disent avoir changé leur comportement de consommation. Donc on sait en fait que derrière, forcément, on a aussi un intérêt, une prise de conscience qui peut se faire et qui peut être amenée. Et en fait, on a aussi l'impression dans leur retour sur l'engagement qu'ils ont besoin qu'on les accompagne vers cet engagement. Pourquoi ? Parce que les connaissances, notamment des acteurs locaux, sont encore insuffisantes quand ils arrivent du coup en première année universitaire. Et donc, ils ont besoin en fait encore d'être accompagnés, d'être épaulés par l'institution universitaire pour pouvoir s'engager. Donc, ils disent qu'ils ont une envie d'engagement, mais du mal à passer, entre guillemets, le cap, d'où l'intérêt là, de trouver des façons de formaliser des projets pour les inciter à. Voilà, je pense que j'ai été assez rapide. À côté de ça, sur les enjeux de formation, on a beaucoup investi sur le fait de former les étudiants pour qu'eux-mêmes puissent sensibiliser aussi leurs camarades, notamment au travers de la formation aux fresques, fresques du climat, fresques de la biodiversité. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on a des étudiants qui se portent volontaires pour être formés et qui ensuite peuvent en fait travailler en fait en tant qu'animateurs et être rémunérés sur ces sujets-là, ce qui les met aussi en situation de responsabilité et de sensibilisation sur ce discours-là. À plus long terme, on a des enjeux autour de la question en fait, de la construction d'un centre de ressources à l'université pour faciliter justement l'accès à l'information, à la production scientifique sur ces sujets, avec en cours déjà qui va intégrer ce centre de ressources, un MOOC qu'on prépare en fait sur les acteurs locaux, en reprenant les 4 grandes thématiques ministérielles sur ces sujets. Donc le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, l'enjeu de l'épuisement des ressources et la notion de transition juste. Voilà concrètement comment s'engage l'université et puis comment on essaye, nous, de transmettre aussi ces valeurs de durabilité dont on a vraiment conscience qu'elles vont être pour les étudiants aussi une façon potentiellement de se démarquer ensuite lors de leur intégration professionnelle. Alors n'hésitez pas s'il y a des questions, des échanges. Merci beaucoup Annabelle. En gros, dans ce que vous évoquez, la question clé, c'est comment chacun va s'emparer de la thématique et effectivement les ressources qui sont mises à disposition. Donc, vous avez évoqué l'UVED, donc j'ai mis dans la conversation le lien vers l'UVED. Et puis là, ça va nous faire une transition aussi, nous, vers d'autres outils dont on voudrait vous parler. Diana, je te laisse évoquer peut-être en premier lieu les différentes ressources Cariforef. Oui, merci Alexandra. Oui, en effet, en fait, pour compléter les thématiques sur la transition écologique, nous, le CARIFOREF, nous propose un programme de professionnalisation qui s'adresse à tous les professionnels de l'emploi, la formation, l'insertion. Et on a 2 actions de formation qui vraiment vont faire écho avec tous les propos qu'on vient de voir ce matin. Une action, c'est la 1.9, c'est comprendre la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, je vais la partager très rapidement avec vous.
Ça, c'est une action de formation qui va se dérouler en fait en formation mixte et il va commencer la semaine prochaine, les 26 mars, avec une petite classe virtuelle et une journée en présentiel sur le site de Caen. Et il y a une deuxième session qui est programmée pour le 18 novembre sur le site de Rouen, aussi avec le format présentiel, enfin format mixte, avec une partie à distance et une partie sur le site. Donc, en fait, c'est vraiment comprendre le concept clé de la RSE, les piliers, les avantages, et mettre en place des stratégies, etc. Et on a aussi également une deuxième action de formation, enfin une action de professionnalisation qui va peut-être faire plus écho aux personnes qui travaillent comme formateurs ou qui sont aussi professeurs de l'éducation nationale. C'est l'action crée des contenus pédagogiques numériques responsables. Donc ça, c'est une nouvelle action aussi qu'on propose cette année dans notre catalogue de professionnalisation. Et en fait, ça adresse à tous les professionnels de la formation pour savoir qu'est-ce que c'est. Enfin, on va définir les numériques responsables, préparer les préconisations sur la sobriété numérique et les normes d'accessibilité, et pour pouvoir concevoir ou produire une ressource numérique plus responsable. Donc, cette action de formation, il va se dérouler en présentiel et aussi en classe virtuelle, en fait, en mixte. La prochaine session, c'est en septembre sur le site de Caen et sur Rouen, c'est le 5 novembre. Donc, vous pouvez vous consulter l'ensemble de notre catalogue de formation sur Cariforef-Normandie d'Andréo. Je vais le copier dans la conversation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Je serai ravie de répondre à vos interrogations. Merci beaucoup, Diana. Je vais mettre aussi dans la conversation le lien vers le guide que j'ai présenté tout à l'heure. On va vous envoyer de toute façon à tous le PowerPoint, donc vous allez retrouver les liens vers tous ces éléments. Il y a aussi Paul qui nous avait envoyé des éléments sur ce que met en place une collectivité territoriale sur la transition écologique, et donc vous allez avoir accès à tout ça. Est-ce que, avant qu'on se quitte les uns les autres dans nos invités, il y a quelque chose que vous vouliez ajouter, prendre une dernière fois la parole Paul, je crois que vous vouliez peut-être répondre à la question qui était posée dans le chat sur les climato-sceptiques éventuels rencontrés. Oui, non, parce que j'ai vu la question et c'est vrai que c'était. Théo y avait un peu répondu. C'est pas forcément évident de répondre à l'écrit. Moi, je dirais que j'ai quand même vu une bonne évolution par rapport à il y a 10 ans, où j'étais plus en stage, mais où clairement il fallait convaincre. Et là, on voit quand même que maintenant, à la limite, autant avant on ramait pour convaincre, aujourd'hui, il faut presque se justifier de pas aller assez vite, que ce soit auprès d'élus, peut-être de l'opposition, d'associations, d'entreprises. Enfin, ça, c'est un rapport de force qui s'inverse, qui n'est pas forcément évident à gérer d'ailleurs quand on est en poste, mais qui est intéressant d'un point de vue un peu plus sociétal. Et je note notamment, parce que tout à l'heure, Annabelle parlait de la presse du climat, on a beaucoup plus d'entreprises, de plus en plus d'entreprises qui font au sein de leur entreprise la fresque du climat pour sensibiliser les salariés. Donc, c'est des choses, on pourrait se dire, finalement, des thématiques qui sont connues depuis maintenant un bout de temps. Donc, c'est presque étonnant de le voir des entreprises s'emparer du sujet que maintenant, sur un sujet très généraliste comme ça, mais c'est intéressant. On voit qu'il y a une dynamique. Les entreprises, par exemple, sur la mobilité, nous disent qu'aujourd'hui, il nous faut des bus, il nous faut des pistes cyclables, sinon les salariés ne viennent plus. Donc, en fait, c'est maintenant, on n'a pas le choix. C'est les entreprises qui viennent nous voir en disant il faut qu'on travaille là-dessus. C'est pas nous qui leur disons qu'est-ce que vous faites. Donc, en fait, ouais, je pense qu'il y a une transition. Alors, je fais une généralité, bien sûr, mais globalement, la tendance est intéressante. Oui, puis je pense que même dans les critères de choix des nouveaux arrivants sur le marché du travail, ça fait le sujet du coup du développement durable, comme il a été intégré à toute leur formation, depuis l'école primaire, en fait, maintenant jusqu'à l'université, puisque finalement, l'université, c'est un peu le dernier maillon, mais on met en place, en fait, des politiques sur les éducations au développement durable depuis le début des années 2000, donc on commence vraiment à en voir aussi les effets sur les attentes des salariés. Ouais, donc c'est une évolution majeure, et effectivement, tout le monde doit s'en emparer, y compris les employeurs, s'ils veulent recruter plus facilement. Ok.
Je vous remercie à tous pour vos contributions qui étaient très claires. On va pouvoir vous retrouver donc sur le replay. Et puis surtout, si les gens ont des questions qu'ils n'ont pas pu poser, n'hésitez pas à revenir vers nous pour pouvoir nous les poser. On les transmettra évidemment aux intervenants. Merci beaucoup à tous de votre participation. Merci. Merci. Merci, Merci, au revoir. Alexandra. Au revoir. Bon appétit. Au revoir. Au Au revoir. revoir.